Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Et cet après-midi, j'aimerais continuer ce que j'avais débuté en rapport avec la relativité restreinte d'Albert Einstein. Comme on a vu dans le premier épisode, on a pu constater que la relativité restreinte s'applique entre un observateur immobile et un observateur qui se déplace suivant une vitesse uniforme. Et il faut toujours un des observateurs soit à l'arrêt et que l'autre se déplace suivant une vitesse uniforme. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Si les deux observateurs se déplacent, c'est pas on ne peut pas appliquer les équations de Lorentz là-dedans. Et Einstein en a conclu que l'espace et le temps devraient être reliés ensemble. On ne peut plus considérer l'espace et le temps différemment. Il faut que ce soit relié ensemble, interconnecté. On les décrit parfois espace avec une transition temps. Mais toujours dans une superficie plane. Ici, je m'explique, là. C'est comme si on avait une feuille de papier qui est pleine. L'espace-temps de la relativité restreinte, c'est ça. Et la seule chose qui demeure constante de la part des deux observateurs, soit l'observateur immobile et l'observateur en mouvement, c'est la vitesse de la lumière qui ne varie jamais. Ça a été découvert autour des années 2000 et c'est Albert Einstein qui a concrétisé avec la théorie de la relativité restreinte ce qui en sorte la théorie de la relativité restreinte. Et il y a évidemment que là on a vu un peu je dirais la partie un peu spectaculaire de la relativité restreinte avec les raccourcissements des longueurs et les temps qui s'étirent. Mais il y a d'autres choses de beaucoup plus profond que ça que Albert Einstein nous a laissé en 1905, soit l'équivalence entre l'énergie et la masse. Ça n'avait jamais été considéré auparavant. Et Einstein avait fait faire un grand saut à la physique en émettant sa fameuse formule en 1905, E égale mc2. Et la principale chose que ceci va occasionner, c'est que c'est toujours la même chose. Avec nos vitesses, ici j'ai mis une petite formule là, que vous voyez ici, M égale la masse inerte, M0, c'est une des formules de la relativité restreinte. Là, on n'appliquera pas trop là-dessus. Là. La racine carrée de 1 moins V2 sur C. C2, c'est la vitesse de la lumière au carré, et V2, c'est la vitesse de la masse qui est en mouvement, qui s'en va d'une façon uniforme. Il n'y a pas d'accélération là-dedans. Là. Et vous voyez que si V, plus la vitesse va s'approcher de la vitesse de la lumière, plus V2 sur C2 ou V sur C, comme vous voudrez, va se rapprocher de 1. Et en se rapprochant de 1, si vous faites le différent 1 moins 1, ça va donner 0. Donc la masse en mouvement deviendrait infinie, ce qui était une chose impossible. Et si on prend nos vitesses à nous autres, prenons nos vitesses les plus rapides que l'on a actuellement, soit la vitesse de nos satellites. Là. Si vous prenez, pourquoi? C'est pour faire comprendre que dans notre monde actuel, la masse augmente, mais c'est tellement petit que c'est impossible qu'on s'en rende compte. Si vous prenez la vitesse du satellite qu'on a actuellement, là, ils vont à 8 km/s. Si vous prenez 8 km/s, là,
la vitesse, mettez ça au carré, sur sa vitesse de la lumière qui est 300 000 km/s, mettez ça au carré, ça va vous donner le satellite, la masse du satellite va augmenter de peut-être de 1 à 2, 3 milliardièmes son poids actuel. Vous voyez que même à 8 km/s, la masse d'un corps augmente très très peu et de façon négligeable. Et c'est pour ça qu'avant la relativité restreinte, on a toujours considéré que la masse n'augmentait pas, là. Elle augmentait, mais d'une façon tellement petite que c'était impossible de détecter ça dans les années 1900. Et ça a été trouvé par le génie humain grâce aux formules mathématiques. Et Albert Einstein a concrétisé tout ça avec sa fameuse théorie de la relativité restreinte. Et Einstein a donc en a conclu qu'avec une masse infinie, c'est impossible, et il en a déduit que la vitesse de tout corps matériel ne pourra jamais excéder la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est une chose qui est finie dans l'univers, et il n'y a rien qui peut aller plus vite que ça, suivant nos connaissances même actuelles, en 2013. Et si vous prenez cette formule E égale mc2, qui est restée dans les annales, peut-être une trentaine d'années, avant que on comprenne véritablement qu'est-ce que ça voulait dire, c'est que lorsque Lise Meitner, une physicienne d'origine autrichienne, j'en avais parlé quand j'ai fait l'histoire de la bombe atomique, là, elle a réalisé que quand il y avait une perte d'énergie à l'intérieur d'un noyau atomique, que la masse, la matière perdue, était égale à E égale mc2. C'est là que les hommes ont réalisé qu'il y avait une énergie formidable de café à l'intérieur de la matière. Parce que si vous prenez la règle que j'ai ici, avant, je voudrais dire que une bombe atomique de 20 000 kg de TNT, il va y avoir peut-être une coupe de grammes de matière qui va se transformer en énergie. Imaginez-vous l'énergie énorme qu'il peut y avoir dans cette règle-là. Et c'est une chose que aujourd'hui on ne peut pas atteindre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de transformer une petite partie de la matière, une très petite partie de la matière en énergie. Mais le jour où on va être capable de prendre une règle de même, de la transformer en énergie, imaginez-vous le nombre de milliers de tonnes de TNT qu'il peut y avoir là-dedans. C'est pour ça, je voudrais faire une petite analogie, là, que si vous vous souvenez du film du Retour vers le futur, je crois que c'est le 2 ou 3, là, quand il arrive avec son automobile, le savant, là, il me semble qu'il y a une canette vide de liqueur, là. Il ouvre sa machine, il met ça là-dedans, puis là, il redécolle avec ça. Ça veut dire que dans la canne vide d'une canne de liqueur, une canette de liqueur comme on a aujourd'hui, là, il y a énormément d'énergie là-dedans, mais on n'a pas appris. On ne sait pas encore comment la transformer en énergie. C'est pas rendu, on n'est pas rendu à ce stade-là encore. Et je voudrais aussi faire peut-être un petit retour aussi. J'ai vu Chris Hadfield à la télévision cette semaine. On le voit qu'il se déplace dans le satellite, dans la station orbitale. Lui, il va à peu près à 8 km/s. Et si relativité restreinte oblige, Chris Hadfield ne peut pas calculer la vitesse à l'intérieur de la station spatiale à laquelle elle peut aller. Et de plus, s'il ne regarde pas dehors, et si on fait abstraction dans son... qui sait comment ce qui se fait qu'il s'est rendu là, il est incapable de dire s'il est en mouvement ou au repos. Parce que la capsule va à une vitesse constante, il n'y a pas d'accélération. C'est ça que la relativité restreinte nous a appris. Et maintenant, je reviens à mes moutons. Comme on le voit, là, ce que Einstein nous a donné en 1905, c'est l'équivalence entre les masses inertes,
les masses en mouvement et les formes d'énergie que ça peut représenter. Et ici, j'en ai mis une autre petite formule, là, que vous voyez ici, là. La masse est égale à la masse inerte multipliée par la vitesse de la lumière au carré. C'est pour ça que c'est tellement énorme. Plus l'accroissement une demi de la masse vers la vitesse au carré sur la vitesse de la lumière au carré. Ça veut dire que ça n'a pas été compris, là, comme je le disais tout à l'heure. C'est resté dans les annales durant une trentaine d'années. Et quand Einstein a reçu son prix Nobel pour la physique, on lui a donné pour l'effet photoélectrique. Parce que cette formule était considérée comme une curiosité, tout simplement. Et on ne pouvait pas voir qu'est-ce que l'homme pourrait faire avec ça éventuellement. Il peut faire de grandes choses, mais on voit qu'aujourd'hui, on voit qu'est-ce qu'on a pu faire avec ça, et c'est l'utilisation de cette formidable source d'énergie peut être utilisée pour le bien de l'homme ou pour sa destruction. Et Einstein, à partir de 1905, là, il y a... Qu'est-ce qu'il a fait, Albert Einstein, avec la relativité? Il a intégré la gravité à la théorie de la relativité restreinte, et ceci a permis à Einstein de nous démontrer que l'espace-temps dans lequel nous vivions n'était pas plat comme dans la relativité restreinte, mais courbé. Nous vivons dans un espace-temps courbé. Ça, la relativité générale, c'est le chef-d'œuvre du génie humain que l'humanité ou que le genre humain a pu atteindre là, avec son intelligence. C'est la meilleure réussite de l'homme qu'il a fait au point de vue scientifique depuis qu'il est sur la Terre. Et en terminant, j'ai essayé d'être un petit peu pas catégorique, mais essayer d'expliquer du mieux possible que la masse d'un corps augmente avec la vitesse de celui-ci. Plus il va vite, plus sa masse augmente. Mais on pourrait philosopher un peu, on pourrait en dire, mais peut-elle grandir? La masse augmente parce qu'on a donc compris que avec la vitesse, la masse au repos acquiert de l'énergie cinétique, si vous voulez. Mais à l'inverse, on peut simplement philosopher quand on se pose la question, est-ce qu'elle peut grandir? Moi, je crois qu'un jour, ceci sera possible, mais nous sommes encore très loin de là. Nous serons peut-être capables de faire grandir la masse quand nous aurons compris exactement comment transformer une petite règle de cette longueur, cette petite règle en bois, totalement en énergie. À ce moment-là, on aura compris exactement comment ça fonctionne à l'intérieur de la matière, comment est-ce que ça s'est assemblé, comment est-ce que ça fait pour tenir là. Et le jour où on aura compris de transformer toute la masse au repos qu'il y a dans cette petite règle en énergie, il est évident qu'un jour on pourra faire l'inverse, soit prendre de l'énergie et faire de la matière avec. En terminant, je voudrais ajouter ceci. Comme on le sait, c'est Albert Einstein, cet ingénieur physicien, que lorsqu'il est sorti de l'université, excusez, la grippe émaline au Canada, était incapable de se trouver un emploi. Finalement, il a abouti à l'Office des brevets de Berne comme ingénieur de troisième classe. Et ce petit ingénieur de troisième classe nous a donné la relativité restreinte et
il nous a donné la relativité générale. Ça, c'est l'apothéose du génie humain au point de vue du développement de la physique. Et on pourrait conclure, aussi ajouter, que le grand Albert Einstein, ce grand humaniste, a refusé la présidence d'Israël. Imaginez-vous qu'on lui avait offert sur un plateau. Ça veut dire qu'Albert ne fait pas les honneurs. Ce qui l'intéressait, c'était comprendre comment notre monde marche. Et je conclurai sur ceci en disant que notre cher Albert Einstein fut le plus grand physicien de tous les temps. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.